pense que là, on va peut-être passer à la troisième présentation. Je vais laisser la parole à Inès, Oui, la suite. merci. La parole va être passée à Marie Métro, qui est enseignante en aménagement forestier au lycée des Barres, dans le Loiret. Et donc en parallèle, elle développe son auto-entreprise qui s'appelle Gourmand d'Arbres et qui a pour objectif, de développer, une culture de fruitiers forestiers oubliés dans l'Yonne. Donc Marie, je vais vous voilà, laisser vous partager votre, votre présentation. Donc la présentation portera sur, les fruits oubliés. Marie, je vous laisse, la parole pour, une vingtaine de minutes, puis ensuite on répondra Très aux bien. questions. Bonjour, je vous remercie. Hop, normalement, ça fonctionne. Ouais, super. Euh, Merci beaucoup. Juste pour me présenter rapidement, donc oui, moi je suis passionnée de forêt depuis presque toujours, donc j'ai plutôt les pieds dans les bottes et la tête dans les livres. Je me suis inscrite depuis très longtemps à un répertoire des par installation pour reprendre une exploitation agricole. J'ai suivi des formations d'herboristerie et puis la forêt de cœur et de professionnels depuis plus de 20 ans. Voilà, j'ai travaillé dans différents organismes forestiers. J'ai travaillé à l'Arboretum national des Barres et de là a commencé cette passion pour la collection d'arbres et notamment d'arbres fruitiers. J'ai malheureusement eu un incendie, donc les arbres ont disparu, mais cette passion ne m'a pas lâchée. Et puis, j'ai souhaité développer donc cette entreprise qui est Gourmand d'Arbres. Donc aujourd'hui, elle est créée, une entreprise individuelle créée depuis le mois d'avril 2024. Ce logo Gourmand d'Arbres pour les fruits, puisque c'est une partie de production de fruits forestiers, rares et oubliés, et puis une partie de conférences gourmands par rapport aux réitérations et à ce que sont les arbres et la forêt. J'ai eu la chance de pouvoir récolter des fruits dans des lieux qui existaient déjà, pour pouvoir commencer à faire connaître ces fruits rares et oubliés et ces fruits forestiers. L'objectif, c'est de fournir plutôt chefs gastronomiques et restaurateurs chocolatiers essentiellement. Voilà. Juste un petit rappel par rapport aux fruits forestiers, parce qu'on en connaît beaucoup, on en entend parler. Pour le forestier, pour le sylviculteur, il a un intérêt pour la nourriture, de la faune, un abri, une biodiversité, de l'esthétique et la qualité de son bois. C'est des fruitiers qui sont souvent plus rares en forêt que les autres espèces cultivées pour leur bois. Par contre, c'est toujours des arbres de grande qualité et de grande valeur financière. Moi, mon objectif, c'était de garder cette cette gestion forestière et de pouvoir faire de la production de fruits dans une optique de gestion forestière. Donc, j'ai suivi la gestion forestière. C'est une culture où j'ai pas d'engrais, pas d'arrosage, pas d'élagage, pas de taille. Et puis, je suis un modèle, donc un code de bonne pratique sylvicole. Donc ça, qui est quelque chose un document qui permet d'attester d'un suivi sylvicole. Je vous explique sur quelle parcelle en suivant. Alors pour moi, les fruits rares et oubliés, bah, c'est des fruits qu'on rencontre rarement, ou très rarement, ou presque jamais, quand on se promène dans la région où on réside, que ce soit dans les jardins ou en pleine nature, alors qu'on pourrait très bien les trouver sans aucun souci. Souvent, c'est rare par le lieu géographique ou le caractère insolite d'une variété, d'une espèce courante. Et oublié, bah, parce que souvent, le fruitier est rare aujourd'hui, mais il a été commun, par exemple, au Moyen Âge. Oublié aussi par tradition culturelle qui s'est modifiée, donc soit dans le goût, soit vis-à-vis de la connaissance, où on a oublié finalement la toxicité ou le côté comestible, voire gustatif, vraiment très bon, et ou le travail des fruits. Alors moi, je me suis installée en Puisay. Je fais moins exotique. Je suis dans la région Bourgogne-Franche-Comté, donc à l'ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans la région naturelle de la Puisay. Alors c'est une région qui répond à aucune circonscription administrative ou religieuse actuelle ou passée. Et pour autant, il y a quand même une cartographie qui a été faite. Donc vous l'avez là. Il y a environ 40 kilomètres nord-sud et 45 kilomètres est-ouest. On est sur 3 départements, la Puisée, donc sur la partie ouest, le Loiret, au sud, la Nièvre, et au nord et à l'est, Lyon.
On a une pluviométrie d'environ 800 millimètres par an, qui est vraiment très modulée et très différente, en fonction des lieux où on se situe. Et puis, on est à une altitude de 266 mètres, ce qui m'évite les gelées. Pour la production, donc moi j'ai 4 sites, qui sont en puisée. J'ai, fait l'acquisition de parcelles forestières en 2023 par la Safer. Il y a 2 sites qui sont en production donc depuis 2023 et puis, les 2 autres sites dans la puisée donc, ceux-là pour l'instant sont en attente et j'ai un site tout à l'est donc qui est en Forterre, qui est sur des coteaux calcaires et là en cours de boisement. Moi, je vais vous présenter un des 4 sites, celui où il y a la flèche la plus grande, donc c'est à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est un bois donc qui s'appelle le bois de Bijoux, un peu plus de 4,40 hectares, situé sur la sylvo-écorégion Champagne humide. C'est un peuplement donc à dominance feuillue mélangée. On est dans une futaie, donc des grands arbres et du taillis, pauvre. Il y a eu des exploitations avant que j'achète, donc tous les gros bois à forte valeur marchande ont été exploités et sortis de la forêt, ce qui, moi, est une plus-value pour moi puisque ça a créé des clairières. Donc, pour la production de fruits et l'introduction de nouveaux plants, bah, c'est un plus pour moi. On est sur des sols donc de type brunisol, qui sont des sols de bons sols forestiers avec des bonnes potentialités agricoles. Donc pour moi, j'attends une production assez conséquente sur ces sols-là. Pour les essences en place, aujourd'hui, il y a du charme, du bouleau, de l'aulne, du douglas, du châtaignier, du chêne. Et puis dans les essences envisagées, je vais vous en présenter, pardon, je vais vous présenter quelques essences envisagées sur ces différents sites. Alors sur les espèces, moi je suis partie sur une trentaine d'espèces d'arbres et d'arbustes avec des espèces botaniques aux origines connues. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir produire en continu toute l'année des fruits variés, pas forcément en très grande quantité, mais c'est d'avoir une diversité et une production quasiment toute l'année, en fonction des espèces, bien évidemment. L'enjeu, c'est vraiment de l'adaptation à la production parce que, bah, vous l'aurez entendu, l'objectif, c'est pas de forcer les récoltes par quelque moyen que ce soit. Les espèces que je vais vous présenter, il a fallu choisir, je vous les présenterai pas toutes, mais donc je vais vous présenter des espèces qui sont déjà en place, en production ou en cours de production et des espèces qui sont en cours de multiplication. Le premier fruit, la première espèce pour moi, qui va être l'espèce phare, c'est la mélanchier. Donc à mélanchier, 3 espèces là pour le genre. On a un mélanchier ovalis qui est une espèce indigène et toutes les autres espèces ont été introduites pour la plupart du temps de la première moitié du XVIIe siècle. C'est un arbuste qui va se développer, arbuste ou arbre en fonction de l'espèce, qui va se développer très bien sur tout type de sol. Il préfère le plein soleil donc pour la maturation des fruits, mais il tolère aussi la mi-ombre, ce qui correspond aussi à un cycle de forêt qui me convient à moi. Donc pour un mélanchier, j'ai aussi donc un mélanchier ovalis qui lui est plutôt un arbuste de 2-3 mètres de haut, avec des fruits bleu-noir, qui est plutôt sur des coteaux secs et pierreux. C'est la seule espèce européenne. Donc le fruit fait la taille d'un pois noir bleuté. Il fait de très bonnes confitures et c'est une espèce qui était déjà cultivée, du moins mentionnée en tant que telle au Moyen Âge. Autre espèce introduite ou enfin qui est en forêt là aujourd'hui, c'est Amelanchier canadensis. Donc là, on est plutôt sur un arbre. Alors, contrairement à son nom, il n'est pas canadien, mais il est Amérique du Nord, souvent près des côtes. Il est plutôt dans les marécages forestiers. Donc lui, les fruits sont formés en juin et ils passent d'une couleur jaune clair à rouge et puis brun pourpre à maturité. Et le dernier, donc c'est un mélanchier la marquis qui fait entre 6 et 9 mètres de haut. Alors c'est pareil, l'idée c'est de pouvoir étager, garder ces étages en forêt. Donc les espèces, je les ai choisies aussi en fonction des tailles de la littérature amenée, enfin, voilà, donnée par la littérature à terme. Pour la conservation des amélanches, c'est assez facile. C'est un fruit qui se conserve plutôt bien.
En atmosphère contrôlée, on peut le garder très longtemps. La congélation, la déshydratation fonctionne très bien. Et en transformation, on fait sirop, confiture, sauce, liqueur, vin. On transforme ces fruits en beaucoup de produits différents. Je vous ai mis une recette, je m'attarderai pas dessus, mais voilà, une des meilleures recettes pour moi, c'est le sirop de fruits d'amélanchier, qui est très simple et très facile, qu'on peut utiliser toute l'année sur tout un tas de desserts. Une autre espèce qui, pour moi, a été introduite et qui a un grand intérêt, c'est Aronia melanocarpa. Alors, c'est les aronies, genre, un genre de plante à fleurs de rosacées, de la famille des rosacées, pardon. Donc, il y a deux espèces, Aronia melanocarpa et Aronia arbutifolia. Donc, toutes les deux sont originaires de la même région de l'Est de l'Amérique du Nord, avec hybridation possible entre les deux espèces. Au niveau des habitats, c'est plutôt forêt, talus humides et sous-bois clairs. Le mot aronia, donc ça vient de aria, qui signifie néflier ou sorbier. Voilà, on retombe sur des essences qu'on connaît déjà. Melanocarpa par rapport à la couleur du fruit. Euh, En anglais, donc on l'appelle chokeberry par rapport à cette légende qui serait que les oiseaux s'étouffent avec les fruits. En tout cas, c'est une essence qui est adaptée, à mon sens, aujourd'hui et qui croît déjà dans certains jardins et parcs dans lesquels je vais déjà récolter. C'est des espèces qui préfèrent le plein soleil, mais pareil, qui peuvent pousser à mi-ombre. Elles sont pas très exigeantes quant à la qualité du sol. Par contre, il faut absolument pas de sol trop calcaire ou détrempé. L'avantage, c'est qu'elles supportent des températures jusqu'à -35 degrés. Une floraison tardive, donc qui permet aussi d'éviter les gels tardifs et de les geler des fleurs, donc de continuer d'avoir des fruits. On a aussi de nombreux insectes auxiliaires qui vont pouvoir se délecter des fleurs. Quant aux baies, elles sont un peu âpres, riches en antioxydants. Elles mettent presque 3 mois à mûrir. Par contre, il faut les récolter avant que le corymbe se disloque. Les fruits sont très tâchants quand on récolte de l'aronie, donc c'est aussi ça qui fait qu'on s'en sert pour teinter des jus d'autres jus. Vous pouvez les congeler, les sécher. Ils peuvent être cuits aussi en tarte. C'est des fruits qui ont des propriétés médicinales qui sont dues à la présence d'antioxydants et aussi de vitamine C, B1, B2, provitamine A et de fibres assez nombreuses dans ces fruits donc d'aronie. Oh, pardon. Euh, Autre essence qui est en place, alors pour deux intérêts pour moi en forêt, pour le fruit et le bois, bah, c'est le châtaignier. Donc châtaignier, essence forestière depuis un bon bout de temps, on va dire ça comme ça. Il est devenu indigène dans le bassin méditerranéen, originaire de la ville de Thessalie, donc sur la mer Égée. On a un développement spontané du châtaignier jusqu'à 1200 mètres, des châtaigneraies donc, qui sont cultivées exprès pour. Les fruits, la partie comestible, bah, c'est la graine et l'amande qu'on consomme fraîche, cuite, grillée ou confite dans du sucre, les marrons glacés. Pour moi, le défi en forêt aujourd'hui du châtaignier, c'est comme pour beaucoup de castanéiculteurs, bah, ça va être la maladie de l'encre. L'idée, c'est par rapport aux châtaigniers qui sont déjà présents en forêt, il n'y a pas de symptômes d'encre pour l'instant détectés sur ces châtaigniers. Donc c'est en prévision éventuellement d'éventuels changements. Je prévois d'intégrer donc Castanea mollissima et Castanea crenata, donc qui sont deux châtaigniers qui ont été travaillés aussi par l'INRA pour faire des cultivars résistants à l'encre, au chancre aussi, et former donc des hybrides par la suite pour la récolte des châtaignes. Un autre fruit qui est déjà présent en forêt et qui est une essence forestière, fruitière sous-utilisée, c'est le cornouiller.
Donc le Cornus mas, ça c'est un arbrisseau plutôt indigène en France. Les fruits sont comestibles en confiture et en gelée. C'est une essence qui a l'avantage de tolérer le calcaire, voire même de rechercher le calcaire. Donc, ce qui me permet, moi, de choisir les localisations où je mets ces essences-là. Donc, ces cornouillers iront plutôt sur les terrains qui sont calcaires. Pour une petite recette, donc il y a cette recette de sirop de cornouille qui, pareil, est pour moi une des recettes les plus agréables pour les cornouilles. Vous pouvez aussi, alors moi j'ai aussi donc Cornus officinalis. L'avantage c'est que les caractéristiques sont proches du cornouiller mâle. Par contre, la fructification est plus tardive, ce qui permet aussi d'étaler les récoltes et puis bah, les floraisons de fructification. Un autre fruit, c'est Eleagnus umbellata. Donc là, originaire du Japon, introduit en Europe en 1829, on est sur un arbuste qui fait de 4 à 6 mètres. Donc moi, ceux que je connais font largement 6 mètres, à feuilles caduques. Donc c'est une espèce qui est polymorphe et voisine d'Eleagnus multiflora, qui est connue sous le nom de gumi du Japon. On a des fruits qui vont rester jusqu'à 3 4 semaines sur pied. Les fruits sont plutôt fin d'été, début d'automne, donc sur un petit pédoncule. Ils sont très nombreux, ce qui fait régulièrement ployer les branches sous leur poids. Les fruits peuvent se garder quelques semaines au réfrigérateur et peuvent se congeler sans aucun souci. Ils sont un peu astringents crus, mais on a cette particularité qui disparaît dès qu'on les fait cuire ou une fois qu'ils sont secs. On a une taille et une texture qui nous font penser, enfin, qui les assimilent plutôt aux groseilles et aux myrtilles. Et ben finalement, leurs usages, c'est un peu la même chose que les groseilles et les myrtilles. Vous vous en servez dans les desserts, donc pavlova ou cheesecake, dans des compotés de fruits mélangés ou même dans des pâtisseries. L'avantage de ces fruits, c'est qu'ils contiennent un peu plus de 8% de sucre, 4% de protéines et 12 milligrammes de vitamine C pour 100 grammes. Et récemment, donc, il a été découvert que ces fruits contenaient une proportion élevée de lycopène. Donc, le lycopène, c'est le pigment notamment présent dans les tomates, qui est considéré comme un phytonutriment important et qui réduit les dommages cardiovasculaires. Alors, pour vous donner les chiffres qui ont été donnés dans cette étude, les fruits d'Eleagnus contiennent entre 40 et 50 milligrammes pour 100 grammes de lycopène, alors que dans la tomate, c'est 3 milligrammes. Et la tomate, elle est peut-être déjà euh, un, un fruit ayant beaucoup de lycopène. Donc là, c'est Eleagnus umbellata, plutôt enfin, planté pour ses baies, avec Eleagnus multiflora. Donc ça, ce sera en fonction des sols, à choisir en fonction des sols. Pour des recettes, alors je vous ai mis une recette en anglais qui sort d'un ouvrage qui s'appelle Food for Your Forest Garden. Donc avec une tartinade qui est absolument extraordinaire à faire. Et puis en haut à droite, donc là ça a été un petit plateau d'automne. Donc dedans, vous pouvez y voir des endives, des nèfles, des éléagnus, des baies d'éléagnus. Il y a aussi du xanthoxylum et au milieu, c'est une confiture d'aubépine. Et un petit mélange de tout ça, absolument merveilleux. Un autre fruit qui est oublié, vraiment oublié, c'est la nèfle. Donc là, originaire d'Arménie et du Caucase, devenue spontanée depuis l'Antiquité dans les forêts de France et d'Allemagne. On avait Théophraste cité déjà dans son Historia Plantorum cette espèce. Donc c'est dire si elle est déjà présente chez nous depuis bien longtemps. On est sur un arbuste de 3 à 5 mètres avec un tronc et des rameaux souvent tortueux, plutôt étalés, parfois épineux à l'état sauvage, que vous retrouverez inertes dans les cultivars. On le rencontre surtout à l'état sauvage sur des sols acides à neutres, plutôt frais assez secs. Il résiste aussi aux gelées jusqu'à -20. Par contre, lui, il craint les fortes chaleurs et la sécheresse. Donc, le garder aussi dans des atmosphères tempérées que sont l'atmosphère forestière, c'est aussi un plus pour moi par rapport à ses exigences écologiques.
Ils redoutent les sols trop calcaires, donc ça, pareil, à faire attention sur le côté calcifuge de la plante. Au niveau de l'emploi de ces fruits, donc les fruits sont durs et âpres. Donc à la cueillette, il faut qu'ils puissent se détacher à la main. On est plutôt fin octobre. Quand on les détache à la main, on les étale sur une couche de paille ou dans des claies dans une pièce fraîche jusqu'au blétissement. Donc là, on peut attendre 3 à 4 semaines jusqu'à 2 mois pour qu'ils deviennent blés. Et on les consomme une fois qu'ils sont mous, pâteux et sucrés. On peut les laisser sur l'arbre aussi jusqu'aux premières gelées. En revanche, ça va activer leur blétissement. En revanche, la conservation sera de plus courte durée. Il est utilisé beaucoup dans les Balkans, dans la distillerie et la confiserie. Pour nous, ça fournit en hiver finalement des fruits riches en tanins, en mucilage et en matières grasses. Et il y a aussi beaucoup d'acide citrique, malique et tartrique. On l'utilisait autrefois pour combattre les diarrhées en raison de leur astringence. On utilisait aussi les feuilles de néflier qui étaient utilisées en décoction contre les aphtes et les inflammations de la gorge. Alors moi, j'ai testé 2 recettes aussi. Alors la compotée pomme-nèfle, où on laisse cuire très longtemps des pommes et des nèfles sur le coin de la gazinière, cuisinière. C'est extraordinaire. Et puis cette année, donc j'ai testé les nèfles caramélisées. Alors là, c'est une recette très simple et très facile qui allie le côté croquant du caramel et fondant de la nèfle. Et ça rend ces parfums oubliés depuis quelque temps. Encore une autre espèce donc, qui là est en cours de production, c'est Pseudosidonia sinensis. Là, c'est plutôt un arbre, donc 6 à 10 mètres de haut. Les fruits sont assez gros, comme vous pouvez le voir sur la photo, jaune foncé, avec un feuillage absolument magnifique. Donc, outre son côté absolument décoratif superbe, il a des fruits qui se cuisinent, donc en limonade notamment, ou vous pouvez faire aussi un chutney aubépine et quoi. Alors, l'avantage de cet arbre-là, c'est qu'il supporte assez bien les sécheresses estivales et les situations bien ensoleillées. Encore un arbuste bien connu de nos forêts, c'est le sureau. Donc là, sureau noir, surtout utilisé pour ses fleurs, ses fruits, ses écorces et ses racines. Il est, j'ai envie de dire, pas très compliqué à la culture, plutôt sur des terrains qui sont dans des lieux incultes, entre guillemets. On l'a utilisé beaucoup, il est encore utilisé en plante médicinale pour toutes ces parties-là. On est sur une floraison mi-mai jusqu'à mi-juin et une fructification juillet-août. Et c'est vrai que cette espèce-là de sureau se bouture très bien, se reproduit très bien. Donc pour la production, ça fournit en belle quantité. Et on peut travailler donc soit ces fleurs là en beignet, donc je vous ai laissé une recette de beignet de fleurs de sureau, ou sinon les sirops, que ce soit des sirops de fleurs ou des sirops de baies. Les deux sont vraiment très appréciables, pareil sur des glaces, des desserts. Autre genre déjà présent en forêt sur lequel moi je vais insister par rapport à une espèce, c'est le genre Sorbus. Donc pour ses fruits et son bois. Donc là, ceux qui sont déjà présents en forêt, moi j'ai Sorbus aria, donc l'alisier blanc, Sorbus ocuparia, le sorbier des oiseleurs, Sorbius domestica, le cormier, voilà, qui est plutôt une espèce de terrain calcaire et thermophile. Sorbus terminalis. Et moi, j'ai donc en cours de multiplication là, Sorbus latifolia, donc qui est la lisier de Fontainebleau. Alors je me suis orientée vers celui-ci par rapport à ses caractéristiques, à son écogramme qui correspond au terrain qui sont les miens. Pour ce côté aussi, sa classification à l'UICN, donc en Bourgogne, il est considéré comme en danger. Et je trouvais que participer à une multiplication de cette espèce-là, je participais un petit peu aussi à la conservation de l'espèce. Alors pour les fruits, on a des fruits qui sont
mûrs septembre, mi-octobre. C'est des fruits qui se conservent très bien. Pareil, c'est des fruits qui sont très prisés par la faune. Et vous pouvez aussi réaliser avec les alises, donc un sirop ou un jus qui vont pouvoir se conserver au frais et être utilisés pendant tout l'hiver. Un genre d'arbre qu'on retrouve en forêt, mais pas que, c'est Tilia. Donc là, le tilleul, utilisé pour ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, son bois, ses écorces. Euh, Originaire des forêts tempérées de l'hémisphère nord, c'est une espèce dont on entend parler depuis bien longtemps, enfin un genre, puisqu'au XVIIe siècle déjà, il y a eu une ordonnance royale qui prescrivait de planter les routes de tilleuls et de réserver leurs récoltes pour l'usage des hôpitaux. Donc on en a fait des têtards alimentaires pour la récolte de feuilles et de fleurs. On le retrouve dans les parcs, on le retrouve en forêt, on va le retrouver un peu partout. Moi, je me suis donc concentrée sur Tilia Henriana, le tilleul de Henri, pour sa particularité de floraison tardive, qui est très odorante et très prolifique par rapport aux abeilles, puisqu'on a une floraison qui est plutôt mois d'août, septembre. Et finalement, pour les abeilles, ça devient la période où les fleurs sont compliquées à trouver. Donc, je me suis orientée vers cette espèce-là, sachant qu'en forêt, j'ai déjà donc Tilia cordata et Tilia platypulus. J'ai dit arbre et arbuste, mais je ne me voyais pas ne pas penser à tous les étages et une liane, donc Vitis labrusca. J'ai découvert ce raisin à l'Arboretum des Bars en goûtant à ce raisin et j'en suis tombée un peu amoureuse. Donc voilà, je suis restée sur cette partie, sur cette liane-là. Et là, c'est un coup de cœur gustatif qui m'a fait pencher vers ce choix-là. Pour les espèces en cours de multiplication, donc qui ne sont pas encore installées en forêt, moi j'ai au niveau de la multiplication, donc je multiplie tout euh, à partir de graines, où vous verrez après. Donc là, c'est le nettoyage des graines. À gauche, c'est de l'akébie, pardon. Excusez-moi, Akebia triloba. Au centre, ce sont des graines de néflier, justement, voilà, Mespilus. Et puis à droite, Pseudosidonia, donc des semis de Pseudosidonia sinensis. Dans la multiplication, j'ai aussi cette, deux parties de multiplication, des boutures, donc au centre et à droite. Et puis, on a testé, donc avec un collègue ici de l'Arboretum, le marcottage aérien sur certaines espèces parce que je souhaite connaître l'origine des plants. C'est compliqué dans cette liste des essences que j'ai pré-ciblées d'avoir des disponibilités en pépinière. Les coûts sont pas toujours non plus, sont à prendre en compte aussi. Et puis, je souhaitais avoir un suivi de l'origine des espèces qui sont en forêt. Ils sont en cours de multiplication. J'ai des Caria ovata, donc Caria noyer d'Amérique. Sur la photo de droite, Caria ovata qui est tout à gauche, Caria illinoisensis, donc le pacanier au milieu. Et puis Caria cordiformis tout à droite. Et la photo de gauche, c'est un pacanier, donc Caria illinoisensis. Je ne suis pas allée très loin, il est dans le Loiret et c'est lui qui a fructifié cette année. C'est une noix qui, alors là, les carriers, je les mets aussi pour les noix qui sont comestibles. Alors, pas toutes. Cordiformis est comestible, on ne sera pas malade, mais gustativement parlant, c'est absolument pas agréable. Donc, pour les noix et aussi pour le bois, donc, qui est un bois aux États-Unis qui est importé
Donc là, c'est plutôt sur des terrains qui vont être riches, meubles et pour le travail des noix, j'ai cherché des recettes et là, je suis tombée sur une association qui s'appelle les Noix du Québec. Ils ont une recette que j'ai testée cette année, c'est celle-ci. Et franchement, c'est pas mal. Voilà. Une autre espèce, on en a parlé tout à l'heure, Monsieur Le Bellec en a parlé tout à l'heure, c'est Diospyros. Le kaki, alors celui qu'on connaît plutôt de nom, c'est Diospyros ebenum, qui est l'ébène vrai. Donc là, moi, pour les deux espèces qui sont ciblées, c'est Diospyros virginiana et Diospyros duclouxi. Pour les fruits et pour le bois, pour l'instant, pour les fruits, je les à manger crus, ils sont bons. En transformation, j'ai encore pas trouvé de recette qui permettrait de pouvoir les transformer, les conserver un peu plus longtemps. Encore une autre espèce, enfin deux espèces d'un genre Xanthoxylum. Donc là, sur la photo, c'est Xanthoxylum simulans, qui, pareil, a bien fructifié, qui a aucun souci, qui a gelé, qui est reparti, qui a refait des fruits. Enfin, c'est étonnant par rapport à ce qui était mis dans la littérature. Donc pour les feuilles et les fruits, l'autre espèce, c'est Xanthoxylum armatum. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire de goût. Cousin proche du poivrier du Sichuan, il est beaucoup plus fort et plus aromatique. Et donc, je me suis plutôt orientée vers Xanthoxylum armatum, donc arbuste originaire d'Asie. Et là, on va le trouver dans vraiment plein d'habitats extrêmement différents. Donc, ce qui est consommé, hein, c'est la partie extérieure, c'est pas la graine. Donc, la graine est noire et ce qui est consommé, c'est la partie extérieure. Je voulais pas ne pas passer quelques diapos sur les plantations, donc l'acheminement. Donc je suis bien en forêt, c'est bien de la plantation de fruitiers forestiers. L'idée c'était de s'approcher au maximum d'une gestion forestière, mais en gestion forestière on va pas planter à la main comme ça. Donc ben là voilà c'est un peu la particularité du site du projet. Pour l'instant, tout est planté à la main, acheminé à la main en forêt. Une autre particularité, c'est dans la gestion, quand on est en forêt, c'est gérer la lumière. Il en faut un peu, mais pas trop. Pouvoir profiter de la protection au niveau, éviter l'évapotranspiration trop importante et en même temps avoir un ensoleillement suffisant pour avoir une fructification. Moi, j'ai opté pour une plantation par nid. Donc, je regroupe les plants sur une toute petite surface et ils sont serrés, très serrés les uns des autres. Sur les surfaces où ils sont plantés, donc les relevés de sol sont faits et les essences sont adaptées en fonction du relevé de sol. Sur les travaux, ben, c'est là, on est sur des travaux typiquement forestiers, donc ouverture de cloisonnement. Alors les cloisonnements, ce sont ces petits chemins qui sont faits en forêt pour accéder hors forêt et pour éviter d'abîmer tout le sol forestier. Moi, ça a double emploi, c'est que alors l'exploitation forestière, je n'en ferai pas demain, ni même dans 20 ans, ni même dans 40 ans. Par contre, il faut que je puisse accéder au plan. Donc là, c'est aussi une cartographie de la forêt, un accès au plan. Et ça me permet d'ouvrir des clairières, pardon. Dans les travaux, il y a aussi des travaux de dégagement pour bah, limiter, éviter que la végétation étouffe les plants qui sont mis. J'ai pris le parti de ne rien, donc là sur la ronce par exemple, rien n'est coupé. La ronce entoure finalement le plant, donc soit je mets de piquets déjà existants sur place, soit j'en fais, mais je force la ronce finalement à grandir autour du plant et à monter autour du plant. Pour deux raisons, la couper, ça va la stimuler, ça la stimule en général beaucoup plus. Si je la coupe, je risque d'emmener des plants qui sont pris dans la végétation. Et puis, ça me fait une protection aussi supplémentaire vis-à-vis de la dent du givre. Puisque, bien évidemment, en forêt, il faut s'attendre à des dégâts. Donc, fruitiers forestiers, ils sont plutôt rares en forêt. Donc, j'ai beaucoup d'ennemis, entre guillemets. Je vais avoir les rongeurs, les limaces, des insectes, des champignons, des virus.
Je sais aussi qu'il va y avoir de la prédation par les oiseaux et il y a aussi de la prédation par le gibier. Donc là, c'est des exemples de prédation. Donc abrutissement sur la gauche où c'est de la consommation. Et puis sur la droite, des frottis. Donc c'est un efflier là qui est frotté régulièrement par le chevreuil. Donc les propriétés, la parcelle est chassée, mais ça suffit pas forcément. Donc après, j'ai mis en place des protections. Donc sur la gauche, c'est une protection mécanique où j'amasse des branches autour des plants. Ça fonctionne très bien, sauf quand votre rameau sort de la protection des branches, puisqu'il est croqué, qu'il est sorti. Des protections, donc au milieu, là en bleu, des protections qui sont pleines jusqu'au sol pour éviter justement les rongeurs. Et puis sur la droite, c'est un test cette année donc de rubans en papier bleu qui sont censés effrayer les chevreuils notamment, de par la couleur bleue et le fait que ça bouge. Ça fait donc plus d'un an que je les ai mis et pour l'instant, j'ai pas de prédation sur les arbustes qui ont été sur lesquels j'ai mis des rubans bleus. Tous les arbres sont suivis, ils ont un nom. Alors j'ai un tableau de suivi, donc leur nom, c'est un nom où l'initiale correspond au genre de l'espèce. Et puis j'ai un tableau où je suis tout, donc les origines, les dates de plantation, s'ils sont morts, de quoi est-ce qu'ils sont morts, quand j'arrive à déterminer la mortalité, les accroissements, la hauteur des plants, ce qu'ils ont pris, le volume de fruits produits, les dégâts, enfin voilà, tout est suivi dans un tableau de suivi. Bien évidemment, il y a eu quelques échecs. Le Diospyros virginiana en confiture, les Caria lacinosa, Caria ovata, qui sont des noix très très difficiles à casser. Donc aux États-Unis, ils ont des casse-noix très spéciaux que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais en tout cas chez nous, là ici, ça a été très compliqué à casser. Eleagnus ebengei, qui est un très bon fruit en compote fraîche. Par contre, en confiture, c'est cuit, une fois cuit, gustativement parlant, c'est vraiment pas terrible. Et cette année, le blétissement des Mespilus germanica, j'avais des macrocarpa et elles n'ont pas bléti, 90% à pourri finalement et pas de blétissement du tout. Des échecs aussi au niveau des semis, au niveau des plants. Et puis sur la droite, donc ça c'était un essai. Les semis avaient un an, à peine un an. Et je les ai mis en forêt pour essayer voir ce que ça pouvait donner de mettre un semis d'un an en forêt. Et en fait, j'ai eu beaucoup de pertes, mais qui est surtout liée à la prédation cette année. Heureusement, nous avons eu de la pluie en forêt, mais donc beaucoup de limaces. Et les limaces se sont régalées des plants fraîchement arrivés. Et demain, je continue des espèces qui sont encore en multiplication, puisque je ne vous ai pas tout présenté, ni même déjà dedans, mais demain, l'idée, c'est donc de pouvoir intégrer, par exemple, Crataegus azarolus, d'autres Sambucus, donc Racemosa ou Canadensis, du Sassafras, donc Sassafras albidum pour les feuilles, Umbellularia californica aussi, euh, et d'autres encore. L'idée, c'est aussi de trouver de nouvelles recettes et de tester, de trouver la meilleure utilisation de ces fruits. Je continue le suivi des pathogènes et des ravageurs. C'est de pouvoir rentrer en production. Et le gros enjeu pour demain, finalement, c'est la commercialisation et la découverte des fruits puisque c'est des fruits qui étaient mangés et qui sont très difficiles finalement à vulgariser et à refaire revenir entre guillemets au goût du jour, alors que c'est des fruits qui sont extrêmement bons gustativement, faciles à trouver, faciles à cultiver et faciles à préparer et à conserver. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous écoute. Eh ben, merci à vous pour cet exposé, ce panel d'arbres fruitiers. Euh, donc, on l'a vu, donc ce sont des arbres cultivés en forêt, mais est-ce qu'ils sont facilement cultivables au sein de jardins de particuliers? Donc, quels seraient un peu les conseils de conduite? Et surtout, les questions qu'on a, c'est
où est-ce qu'on peut trouver ces essences au niveau des pépinières, au niveau des semences? Voilà. Alors, c'est des essences qui sont, oui, très facilement cultivables. C'est pas réservé à la forêt, hein. C'est des essences qu'on peut mettre dans son jardin. Après, c'est quand même des essences qui ont besoin d'une ambiance forestière. Donc, ont quand même besoin de pas être forcément isolées. Alors, pour certaines, il n'y a pas de souci. Elles vont croître sans problème pour être isolées. Pour savoir où trouver les provenances, enfin, où trouver les plants, ça, c'est très compliqué. Je n'aurai pas la réponse. Moi, je récolte les fruits donc, dans des arborétas. J'ai la chance de pouvoir travailler encore avec l'arboretum des Bars, donc dans le Loiret, là. Et je fais mes semis par rapport à ça parce que justement, moi, je n'arrivais pas à trouver les essences que je voulais, quoi. Voilà. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question. D'accord. Est-ce que est-ce que les fruits de tous les cornouillers sont-ils comestibles? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai testé cette année aussi Cornus cousa, qui est dit comme un fruit non comestible. Alors ça dépend de la littérature. Il est comestible et il est très bon. J'en ai fait pareil, des confitures vraiment très très bons. Par contre, il faut retirer la peau. Donc sur tous les cornouillers, je ne sais pas. En tout cas, Cornus mas, oui. Cornus officinalis, oui. Cornus cousa, oui. Voilà. D'accord. Et est-ce que ces différentes espèces sont en péril face au changement climatique? Alors, Les quand deux. j'ai choisi les essences, moi, je choisis les essences par rapport à leur haute écologie, donc leurs besoins connus, et puis aussi par rapport aux prévisions donc météorologiques. Il y a des sites, notamment Climessence, dont on se sert en forêt, qui permettent de faire des projections climatiques. Donc, les essences que je vous ai présentées, c'est des essences qui sont, alors déjà, soit dans des climats qui correspondent aux climats qui vont être là en 2050 ou en 2070 avec justement cette petite particularité de nombre de jours de gelée. Il faut que ces essences réussissent à tenir face au gel, quoi. Voilà. Donc là, en tout cas, les essences qui sont là, moi, je les ai choisies aussi parce que bah, c'est en forêt, quoi. On est sur des échelles de temps qui sont très longues. Installer un caria, il va falloir 25 ou 30 ans avant qu'il commence à faire des fruits. Donc, si je me dis, je l'installe maintenant et dans 25 ans, il sera plus là, c'est pas possible. Donc voilà, c'est des réflexions qui sont faites avec les prévisions. Alors après, voilà, ça reste des prévisions climatiques mais en tout cas, oui, c'est des essences qui sont censées tenir en puisée, en tout cas. Voilà. D'accord. On a une question concernant le fait comment en fait vous récoltez vos fruits? Alors, à la main, Ouais. toute seule comme une grande, ou presque. En tout cas, oui, c'est une récolte à la main. Alors après, j'ai essayé notamment pour les Agnus umbellata, les peignes, donc qui sont des outils dont on sert souvent pour ramasser les myrtilles. Ça fonctionne plutôt bien, mais l'idée, c'est surtout de ne pas abîmer les arbres pour moi. Donc voilà, là, pour l'instant, c'est du ramassage à la main. Sur des antoxylums, par exemple, vous avez des épines, donc c'est ramasser autrement qu'à la main, c'est très compliqué. Il y a possibilité donc de tendre des bâches sous les arbres et puis de récolter, mais voilà, c'est à la main. D'accord. On a une remarque, une personne qui pensait que les fruits de Sambucus racemosus étaient toxiques. Alors, ça va pas forcément être pour les fruits, ça peut être pour les fleurs, puisque là, c'est pas forcément. Enfin voilà, dans cette présentation, il y a les fruits, mais il y a aussi tout l'aspect bois et l'aspect fleurs puisqu'il y a une partie miel qui est développée aussi dans cette partie production forestière. Voilà. Donc, c'est pas forcément toujours pour les fruits. D'accord. Et on avait une dernière question sur est-ce que la congélation des néfliers permettait d'éviter peut aider au blétissement? Alors oui, ça aide, c'est exactement pareil que de les laisser sur l'arbre. Par contre, la difficulté après, c'est la conservation. Ils vont se conserver beaucoup moins longtemps que si on les ramasse non blés et qu'on les laisse blêtir à la maison dans une pièce, enfin à la maison, du moins dans une pièce aérée. Voilà. D'accord. Et ben, je crois qu'on a fait le
tour des questions. Bah, une autre remarque, pour en fait trouver des pépinières, des pépiniéristes, trouver les essences fruitières chez les pépiniéristes, il y a un site internet qui existe qui s'appelle le Trouve-Plante, donc www.trouve-plante.com. Donc de là, on rentre le nom de l'essence et une liste de pépiniéristes peut sortir. J'avais une petite question, moi. En fait, au niveau de la recherche variétale, donc j'ai bien noté que vous étiez en relation avec l'INRA pour le châtaignier, mais est-ce que pour d'autres espèces, il y a de la recherche qui est développée sur ces espèces un peu oubliées? Alors, sur la partie recherche, je sais pas du tout, en tout cas au niveau forestier, quand les recherches vont être faites, ça va être pour du bois. Donc là, il y a un programme qui va se développer notamment sur les cormiers. Ça, c'est en route. Mais après, c'est plutôt sur la production de bois que la production de fruits pour de la commercialisation de fruits derrière. Voilà, pour l'instant, c'est encore un sous-produit de la forêt, le fruit, pour la plupart des forestiers. Voilà. Donc en tout cas, s'il y a des programmes, c'est plutôt sur la partie bois. Et là, ce qui va arriver, c'est sur les cormiers. Voilà. Ben, très bien. Eh bien, merci beaucoup. On a fait le tour de toutes les questions. Je vous remercie, Marie et Fabrice, pour ces 3 exposés très, très intéressants. Merci à vous aussi, les auditeurs.